Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Vernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, ben il y a un processus à faire. C'est celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bonjour, donc aujourd'hui j'accueille Stéphanie Guérin pour ce premier podcast. Donc comment vas-tu ma chère? Ça va très bien, merci. Je suis toute excitée d'être là. Merci de m'accueillir dans ton premier podcast. Tu aurais pu ne pas accepter l'invitation. Donc moi, ce qui me charme à chaque fois, c'est de voir que quand je lance un projet ou un objectif ou quelque chose, de voir qu'il y a autant d'appels, ça veut dire que quelque part, tu as des choses à partager, ma chère. C'était là. Oui, vraiment. Génial. Fait que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que j'ai une partie à l'intérieur de toi que j'aimerais aller un peu plus loin. Tu sais, nous, on collabore ensemble au centre. Il y a beaucoup de gens que je croise sur mon parcours où je réalise que malheureusement, quand les intervenants sont là, on voit l'intervenant à travers qui il est. On voit dans sa pratique qu'est-ce qu'il a proposé. Mais moi, j'ai le privilège d'être en coulisses et d'apprendre à vous connaître à l'extérieur de la partie entrepreneur. Et là, je me suis dit, il faut que les gens connaissent aussi l'humaine derrière Stéphanie, qui est thérapeute holistique finalement. Donc, j'aimerais ça là, que tu me dises, toi, t'es qui à l'extérieur hein, du titre de la proposition que tu offres aux gens? D'où tu viens? Raconte-nous un peu là, ton histoire pour que les gens apprennent à mieux te connaître. Mais la première phrase qui m'est montée, c'est malheureusement, je suis quand même thérapeute en dehors. Mes amis, mon conjoint pourrait le dire, ma famille aussi, je pense, que c'est en moi. C'est vraiment, ça fait partie de moi, la relation d'aide. Ça a fait partie de mon parcours très jeune même, puis j'en reparlerai peut-être plus tard, mais je suis native de Rivière-au-Ras. Déjà là, tu pars avec des prises d'envie. J'aime le dire comme ça. Des fois, le monde, ah, Steph, t'es weird, tu sais, oui, oui, je suis venue en Rivière-au-Ras, comment veux-tu faire autrement? Tu sais, c'est un petit, mais on peut même pas appeler ça un village, en fait. OK? C'est dans la région de La Tuque. Avant d'arriver à La Tuque, on traverse Rivière-au-Ras, mais il y a peut-être 8 maisons, tu sais, c'est réglé. Mais c'est ça, d'être venu au monde dans le bois, dans la nature, dans montagne, rivière, tu sais, où c'est la chasse, la pêche, puis de prévoir, toujours prévoir à l'avance, parce que le dépanneur le plus proche, c'est peut-être 45 minutes de route, là, tu sais. Donc, tu sais, c'est toujours, c'est un esprit totalement différent. Il n'y a pas de garderie, il n'y a pas de service de garde, il n'y a pas de camp de jour. Tu sais, donc, tu es avec les adultes, c'est grand-papa, grand-maman, les parents. Mon père était garde-chasse à l'époque, donc il m'amenait tout petite avec lui. Aussitôt que j'ai commencé à marcher, il m'amenait avec lui dans le bois en tant que garde-chasse, où j'ai commencé à vouloir attaquer les ours qui voulaient voler mon vélo, puis c'est ça, la guerrière un peu là, ouais, au niveau de la nature a comme arrivé là déjà, là, de vraiment me connecter. Tu sais, je pense que j'ai eu le privilège de venir au monde dans cet environnement-là pour vraiment être connecté aux éléments. Ouais. D'être conscience de l'importance de tout. Parce qu'il faut que tu sois prudent quand tu es éloigné. Il faut toujours que tu sois en conscience de ton environnement. Parce qu'il ne faut pas qu'il arrive rien parce qu'il y a des délais à tout. Fait que, tu sais, je pense que ça l'a vraiment amené cette belle conscience-là, tu sais, vraiment d'appréhension, de faire attention, puis de
Même au niveau de faire d'apprendre. attention à la nature aussi, là, tu sais, cultiver puis à l'environnement. Donc, Oui, ben oui, parce que là-bas, c'était ça, notre environnement. ouais. Tu sais, on pensait pas à couper des arbres sur notre terrain, là. Tu sais, c'est nous qu'il fallait ajuster le bâtiment à la limite pour essayer le moins possible de briser notre environnement, en fait, là. C'était ça la conscience derrière. Fait que, tu sais, je pense que ça a été un beau point, en fait, de début de parcours, en fait, pour vraiment reconnecter à l'essence, puis de rester connecté, même si je suis pas restée là-bas, en fait. On a quitté cette région-là, j'avais 5 ans environ, là. Fait que là, OK. après ça, c'est la vie de village. Tu sais, j'ai commencé l'école dans un village. J'étais pas en région si éloignée à ce moment-là, mais quand même, je pense que ça a été une belle base là, de mon départ, là. C'est très intéressant. C'est le fun de voir où les gens ils viennent. Parce que là, on réalise qu'on pense connaître les gens, mais on ne connaît jamais l'origine. Puis ici, on est dans l'espace l'origine pour tourner le podcast. Donc, je Oui. trouve ça tellement génial que tu nous ramènes jusqu'où ton premier parcours, où ça a démarré pour toi. Ouais. Puis dis-moi, là, dans tout, oui, tu m'as déjà parlé de ton enfance et tout ça, il est arrivé un moment donné où cette guerrière-là, dans son parcours de vie, en vieillissant et en devenant adulte, à un moment donné, pogné ce que j'appelle son nœud, où s'est rendu compte qu'elle avait des défis ou des challenges qui allaient faire en sorte que ça allait t'amener à faire probablement ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir toi-même marché le chemin du développement personnel. Ça a été quoi le nœud, là, ton expérience de vie ou l'élément marquant là, qui a fait là, ça a été tough, puis Mais je pense que ça a été là. Ça a été le OK. déménagement parce que tu es juste avec ta famille et tes amis. Tu Mm. sais, avec mes amis, c'était mes cousins et cousines parce qu'on était Ouais. tous très proches, très liés, tu sais, à cet endroit-là de la vie. Puis, tu sais, toutes les familles, c'est des familles agrandies, là, tu sais, le cousin, la cousine, Ouais. c'est tout. Fait qu'on est toujours tous ensemble. Puis là, Mm. tu fais comme 2 heures de route, tu t'éloignes tu connais pas personne, tu arrives en société, tu sais, Mhm. dans un village, dans une nouvelle réalité. Là, tu te ramasses à la gardienne. Tu sais, les parents travaillent là, dans des milieux beaucoup plus structurés. Donc là, tu perds tous tes repères. Là. Tu perds tout ce que tu avais parce que tu n'as plus tes parents qui sont là. Tu vas dans un milieu avec une garderie, tu n'as jamais eu ça, quelqu'un que tu connais pas qui s'occupe de toi. Ouais. Fait que, tu sais, là, tout se défait. Puis là, Ouais. il faut que tu réapprennes à vivre dans une société qui est complètement en dehors de tes connaissances et de ta Ouais. réalité, là. Avec là, il faut tout que tu te retrouves à structurer, en fait, tes balises au niveau de comment je crée à travers mes ressources intérieures ma sécurité. Parce que dans le fond, c'est très insécurisant, là. On ne se le cachera pas, là. Même quand on commence à l'école, aller à l'école, c'est tout de sortir du milieu de l'encadrement sécuritaire qu'on connaît. Donc, déjà, toi, à ce moment-là, tu as le sentiment que ça a été quelque chose qui t'a forgé dans Surtout ton en étant parcours. enfant unique, parce que tu Ah. n'as jamais eu à partager. Puis tu étais seul avec tes parents Mm. dans le bois, tu sais, dans la campagne. Fait que tu n'avais pas Mm. de challenge. Fait que tu sais, tu te Mm. chicanes pas, tu n'as pas besoin de partager, tu te fais pas dire non, tu es seul, tu es livré à toi-même, tu t'arranges pas mal tout le temps. Fait que quand tu arrives dans la vraie vie, là, c'est pas ça la game, là. Non. Tu sais, à la garderie, les gens viennent prendre tes jouets, tu sais, c'est Oui. comme, tu sais, les voisins au village, j'avais des petits-enfants à côté de chez nous. Mhm. Mais là, tu apprends à te faire des amis, mais tu apprends la réalité de l'amitié parce que la famille, Mhm. il y a un lien différent qui est Oui. là avec nos cousins et cousines. On ne se chicanera pas de Mhm. la même façon qu'avec les amis de la garderie ou les Ouais. voisins. Fait que là, c'est vraiment, ça prend un tournant complètement Ouais. différent de dire, OK, il faut que je réapprenne quelque chose. Ben, il faut que j'apprenne quelque chose que je ne connais Oui. pas. Parce que, tu sais, les défis sont vraiment pas là quand tu arrives de ce monde-là, de ce C'est autre chose. milieu-là. Fait que, Ouais. tu sais, puis tes parents sont plus là parce que là, ils sont tombés dans des jobs avec des structures. Fait que Ils sont t'as moins plus. disponibles, en tout cas, c'est sûr. Ils n'ont pas la même disponibilité qu'il y avait Non, avant, là. c'est ça, exact, exact. Mm. Puis on n'était pas une famille fusionnelle, là. Il y avait pas d'émotionnel, il n'y avait pas de fusion. Tous Mm. et chacun étaient dans sa bulle, tu sais, aussi loin que je me souvienne, moi, j'ai toujours mangé seul devant la télé. Tu sais, fait que OK. j'ai jamais eu de noyau familial, tu sais, on n'a jamais pris de vacances en famille, faire d'activités OK. en famille, ça n'existait pas, moi, ça, chez nous, tu sais. C'était OK. vraiment des individus qui cohabitent Ouais, ensemble c'est ça. et qui essaient d'évoluer dans cette société-là du mieux qu'ils peuvent, en fait, là, avec les Quand ressources même. qu'ils ont. Parce que, tu sais, j'ai été longtemps où j'ai eu une espèce de hargne peut-être envers mes parents, mais tu sais, je Mm. sais très bien, tu sais, à l'âge adulte aujourd'hui, qu'ils ont fait exactement ce qu'ils pouvaient avec les ressources qu'il y avait, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment une grosse adaptation pour l'humaine
d'avoir un clash aussi énorme dans son changement de réalité, là. Fait que c'est là que tu as commencé à apprendre ce que c'était le rejet. C'est là que tu as commencé à apprendre ce que c'était l'injustice de te faire voler tes jouets. C'est là que tu as commencé peut-être à avoir l'impression que tu t'es fait trahir par tes parents parce qu'ils avaient choisi leur travail au lieu de toi puis changeant de milieu de vie. Fait que finalement, probablement un beau chaos pour apprendre des blessures de l'âme dans l'enfance. Exactement, exactement. Puis à chaque week-end, pour mon père, plus spécifiquement, de se séparer de sa mère, c'était difficile. Donc, on avait 2 heures aller, 2 heures retour. On allait dîner avec ma grand-mère quasiment tous les dimanches midi. Mais c'est comme 4 heures de char où toi, t'es derrière la voiture couchée sur la banquette avec tes 2 parents qui fument dans le char à attendre d'être revenus à la maison. Puis tu fais juste, tu sais, à cette époque-là, là, il n'y avait pas d'iPad, tu sais, de trucs, de jeux vidéo. Il n'y avait pas rien pour nous occuper, là. Fait qu'on ne faisait qu'attendre que le chemin se fasse. Puis, tu sais, il n'était pas question chaque semaine que tu dises, quand est-ce qu'on arrive? Non, tu fais juste attendre, là. Tu sais, fait que, tu sais, c'est la patience. C'est beaucoup de choses que tu subis ta vie, mais tu apprends tellement. Mais justement, il y a les blessures qui arrivent avec. Ouais. Au début, je ne voyais pas ça comme l'apprentissage. Ouais. C'est maintenant que je vois ça comme l'apprentissage, tous ces challenges-là. Mais j'ai dû, parce que très rapidement, cet isolement-là, cette non-disponibilité-là de mes parents, a fait en sorte que je me suis ramassée rapidement très perdue comme enfant. Là. J'ai eu une enfance très difficile. Tu sais, des fois, je le dis un peu comme ça, mais tu sais, moi, les 18 premières années de ma vie, c'est dans ma chambre à pleurer, tu sais, à me sentir seule, à me sentir abandonnée, puis tu sais, à être dans une famille quand même assez dysfonctionnelle. Tu sais, il y a eu pire, je sais, mais quand même, il y avait pas d'union nécessairement. Donc, c'est ça a été très lourd. Puis c'est vraiment rendu à l'adolescence. Mon primaire a été quand même difficile. Puis, j'avais besoin d'attention, puis je ne l'avais pas. Donc, tu essaies. Puis, c'est pas juste. Tu sais, je sais qu'il y a l'enfant unique, mais tu sais, je pense que je le vois vraiment, la transition de milieu qui a été vraiment très difficile d'adaptation. Puis, c'est au secondaire que là, ma vie a vraiment pris un grand tournant parce que j'avais un mal de vivre vraiment intense. Puis, il y a la travailleuse sociale et l'animateur de pastoral à l'époque qui avaient créé une équipe d'élèves pour écouter puis être présent pour les élèves de l'école. Fait que je suis devenue un peu une des mini-psychologues. On était une gang, on passait des entrevues, puis on pouvait être choisi ou pas. Puis c'est là que, là, moi, la relation d'aide a pris la place parce que c'est ce qui a sauvé ma vie, de pouvoir aider puis d'être au premier plan pour aider des jeunes qui se sentent exactement comme moi. Mais tu sais, les gens ne peuvent pas savoir que je le vivais, mais tu sais, à travers ça, secondaire 4, 5, ben, tu sais, là, j'avais eu une année de chaos, secondaire 2 dans la drogue incroyable. Et ça a été vraiment le bordel où je me cherche, où tu sais, je m'enfonce dans la drogue, puis où je me promène d'un chum à l'autre juste pour avoir de l'attention, pour avoir de l'affection, tout simplement. L'amour et la présence. Hein? Combien de personnes se sont perdues, si je peux dire, ou sont allées explorer pendant cette phase-là d'autres façons de se combler d'amour. Hein? Exactement, exactement. Ça. Puis, tu sais, là, ça s'est comblé un peu avec la relation d'aide. C'est ça qui a fait en sorte qu'il y a eu une stabilisation au niveau de mon émotionnel, où là, je servais à quelque chose. Parce que quand tes parents sont pas là, tu peux pas s'en penser que tu sers à quelque chose. Tu es toute seule, livrée à toi-même. Puis, mais ça l'a eu des bénéfices incroyables. Je suis une fille qui s'arrange toute seule depuis toujours. Là. Je me suis toujours gérée sur tous les plans de ma vie de par moi-même. En étant une fille de campagne, parce que quand même, le petit village où j'ai grandi, on était en campagne quand même. Mais mon père faisait sa mécanique toute seule. Ma mère, ils ont toujours été des gens très autonomes dans leurs aptitudes. Donc, j'ai appris très vite à être autonome par moi-même. Fait que, ça m'a forgé quelque chose de beau, mais quand même pas si facilement. Il y a eu beaucoup de détresse à travers ça, mais maintenant, je suis dans une gratitude incroyable de tout ce parcours-là. Là. C'est de beaux enseignements parce que dans le fond, à quelque part, ils ont joué un peu leur rôle. Hein, parce que je dis toujours que les parents, ils ont un rôle de guide à leur façon, à travers la mission. Donc, ils sont parfaits dans la pièce de théâtre, comme on les a choisis. Donc, ils t'ont amené à développer une forme d'autonomie beaucoup dans le faire, mais de ce que j'entends, c'est qu'il a fallu que tu te construises dans l'être pour arriver à te bâtir cette sécurité-là, pour arriver à te sentir bien puis avoir l'impression que tu as quelque chose aussi à offrir dans ta contribution là, sur le plan de l'âme. Donc, tu as l'impression qu'à partir de là, ça a été un espèce de point tournant qui t'a amené à dire ah, plus tard, peut-être je ferai de la relation d'aide, ou tu as l'impression que c'est arrivé un peu par après que tu t'es réorienté dans le parcours d'entrepreneur? Moi, ça n'a pas été une mission de vie. Ben, jeune, quand j'ai fait ça, je me voyais aller à l'université pour devenir psychologue. Ça a été mon plan quand je faisais ça à l'école.
Puis là, ben, j'étais tellement mauvaise à l'école que je me suis inscrite au cégep en sciences humaines, puis j'ai pas été acceptée. Fait que j'avais poché mes maths, puis j'avais des maths faibles de 4, fait que j'ai été refusée au cégep. J'ai su par après que j'aurais pu les faire au cégep, mais ils me l'ont pas offert. Puis moi, en étant toujours seule, j'avais pas mes parents qui me supportaient dans mon processus. Donc, c'est de trouver une job, de trouver un appartement, d'aller faire des démarches avec le cégep. Ben, comme je connaissais rien puis j'avais pas de ressources, ben, ça s'est arrêté là dans mon parcours. Donc, tu sais, pour moi, ça a été, ben, j'ai pas les aptitudes scolaires pour poursuivre mon rêve. Fait que je vais aller faire ce que la vie va m'amener. J'ai toujours été, je pense que cette grande transition-là dans ma vie m'a apporté à juste suivre mes pas tout le temps. De faire confiance où ce que je m'en vais, j'en ai pas de plan. Tu sais, je suis pas dans les plans, je suis dans ça va, je suis la trail, puis je suis mes pieds. J'ai souvent dit ça, de dire je suis mes pieds. Puis des fois, les gens disaient, c'est vrai que tu changes donc bien souvent de vie. Ben oui, c'est ça la trail. Pour l'instant, c'est là. Je vais apprendre des choses. Fait que, rapidement, le rêve d'être thérapeute est apparu, mais rapidement, il est reparti parce que c'est comme si, ben non, c'est pas ça le chemin. Mais c'est parce que j'ai eu des longues épreuves un peu partout dans ma vie. Tu sais, là, on a focusé plus sur mon enfance, mais il y a eu plein d'endroits dans ma vie où ça a été difficile, où à un moment donné, j'ai dû prendre soin de moi. J'ai dû investir en moi pour me reconstruire moi. Puis c'est à un moment donné dans ma vie que là, je me suis dit, tout ce parcours-là, tout cet investissement-là que j'ai mis pour me guérir, pour remonter à cause que je suis allée dans les bas-fonds plusieurs fois, ben, je veux le partager. Je dis, moi, j'ai pris le temps et j'ai eu miraculeusement les moyens de le faire. Puis je veux partager ça avec les gens, en fait, là, dans mon parcours. Fait que c'est toutes les clés que tu es allé chercher dans ton accompagnement de toi-même qui t'a permis de devenir aussi, si je peux dire, la thérapeute que tu es en ce moment. C'est chaque transition, chaque leçon, chaque enseignement que tu as intégré qui te permet davantage aujourd'hui d'être celle que tu es quand tu accompagnes les gens. Ben oui, parce que j'ai de la misère à me définir comme thérapeute. Moi, je suis une personne, je suis une humaine qui a décidé de venir prendre soin des humains dans mon quotidien pour juste leur donner ce que moi j'avais besoin, ce que moi j'ai eu besoin ou ce que j'ai encore besoin même. Donc, c'est vraiment juste un partage. Puis dans mes rencontres avec les gens que je côtoie dans mon métier, ben, c'est tout le temps un partage de mon parcours. Je viens dire, est-ce que vous me permettez de vous parler de ce que moi je vis, de ce que moi je ressens par rapport à telle ou telle situation, mais vraiment en parlant de mon parcours pour que les gens sachent que je suis pas thérapeute parce que j'ai étudié pour être thérapeute. Non, je suis thérapeute parce que j'ai traversé vents et marées pour essayer d'aller bien. J'ai eu la violence psychologique par mon père, j'ai été abusée à l'adolescence, j'ai eu un conjoint violent psychologiquement, assez intensément dans ma jeune vie d'adulte. Donc, tous ces traumas-là m'ont obligée à me rebâtir. Donc, pour moi, j'avais envie, en tout cas, j'ai eu l'appel très fort de dire, regardez d'où je pars et où je suis, c'est possible. Parce que beaucoup de gens, des fois, ne savent pas, justement, d'où on part pour être où on est. Puis il y a certaines personnes qui vont l'avoir eu plus facile que d'autres, puis qui vont faire ce métier-là, vraiment à la perfection quand même aussi. Mais moi, j'avais envie d'aller chercher les gens qui pensaient pas que c'était possible d'aller bien, puis de leur montrer, ben oui, regarde-moi. Je l'ai fait, ce chemin-là. Là. Tu amènes tellement un point important. Puis c'est un peu l'objectif directement de ce podcast-là, parce que je trouve que c'est en allant rencontrer, c'est quoi le parcours initiatique de la guerrière authentique? C'est ça, c'est d'être assez humble à la fois pour dire, ben voici, c'est pas vrai que dans l'ego spirituel, moi, tout est parfait, puis je suis au-dessus de tout. C'est que je marche le chemin à chaque jour. Exact. Et quand j'ai une embûche, quand j'ai quelque chose qui se présente, quand j'ai des mémoires qui s'activent, quand je me sens pas bien, ben j'utilise des outils, sinon je continue de demander de l'aide parce que je continue de vouloir prendre soin de moi. Et ça, c'est ce que je trouve important que les gens retiennent à travers le message aujourd'hui. Mais il y a autre chose que j'entends dans ce que tu nommes, c'est l'espoir. Ça se peut-tu? L'espèce d'espoir de dire, même quand tu penses que c'est impossible, accroche-toi au fait qu'avec l'espoir, c'est possible de t'en sortir. Ben, c'est toujours possible. Puis, tu sais, je pense que c'est le plus grand cadeau que ma mère m'a offert quand j'étais petite. J'ai jamais poussé à me demander. Puis encore aujourd'hui, à 42 ans, je me demande pas si elle avait raison ou pas. J'ai jamais voulu savoir si c'était vrai. Mais jeune, puis j'ai demandé à ma mère plus tard, comment ça t'est venu, ça? Puis elle avait pas de réponse à me donner. Mais elle m'a enseigné très jeune que dans sa philosophie à elle, avant d'arriver sur Terre, avant qu'elle accouche de moi,
que j'avais écrit mon histoire, que j'avais écrit mon parcours, puis toutes les choses difficiles que j'ai traversées à chacune de mes épreuves, ma mère me redisait ça, mais oublie pas, Stéphanie, tu l'as écrit, le film, il s'invente pas dans la télé, tu sais qu'il a été tourné et enregistré, l'histoire de ta vie, c'est la même chose, puis je me suis pas demandé si tu vrai, si tu pas vrai, je me suis dit, c'est tellement plus léger de penser que ce soit comme ça. Parce que je vis pas dans le stress, dans l'anxiété de ce qui pourrait arriver. Parce que des fois, je me disais, ben oui, mais mon Dieu, je me suis vraiment écrit ça, oui. Je me suis fait subir ça, pour vrai, là. En même temps, je me disais, puis je me regardais, je fais, oui, Steph, t'es tellement tête de cochon que ça n'avait pas le choix d'être comme ça. Si ça n'avait pas été si dur, t'aurais pas compris la leçon. Ouais. Il fallait que ça frappe fort pour que tu vois le message. Puis si tu comprends pas, ben check bien qu'on va te le refaire vivre, tu sais. En ayant cette implantation de philosophie-là très jeune dans ma vie, j'ai toujours fait confiance. Ça leur a bien beau être dur, ça leur a bien beau être un enfer, mais je vais finir par comprendre. Puis même à toutes les fois, je me disais, oui, mais je le comprends pas. Ben, des fois, ça aura pris des années, mais ma violence conjugale que j'ai vécue de 19 à 24 ans, ben, en 2019, je crois, que j'ai fini par rappeler cet homme-là pour comprendre. Ouais. Pour aller chercher. C'est quoi, j'ai pas compris, tu sais? Pour tout le temps, je me suis infligé ça, il y a une raison dans ma philosophie personnelle. Mais pourquoi? Il manquait quelque chose, là. Fait que je suis toujours en train d'aller chercher le petit plus, la petite leçon. Qu'est-ce qui va me faire grandir de cette douleur-là, de cette souffrance-là? C'était quoi l'élément à travers toutes ces épreuves-là que tu as conscientisé, les enseignements que tu as intégrés? Y en a-t-il en particulier, parce que là, ça fait beaucoup d'éléments, mais y en a-t-il en particulier que tu dis, oh my God, ça c'était la leçon, une des leçons les plus importantes dans mon parcours de guerrière que j'ai intégré puis que j'ai saisi? Y en a-t-il un élément dans toutes ces épreuves-là que tu as... Ben, je pense que c'est la conscientisation de ce que je viens de te nommer là, dans le sens où c'est pas grave. Ça fait partie de... Ça fait partie de. Avance, fonce, pose-toi pas de questions, puis dissocie-toi de ce que les autres vont dire. Ouais. C'est vraiment beaucoup, ça a été long ça quand même à intégrer, mais de dire, j'ai changé de ville, j'ai déménagé souvent, j'ai changé de job souvent, comme tu m'as si bien dit, tout comme un chat, t'as eu combien de vies dans ta vie? C'est incroyable, mais ça a toujours été, ben oui, ça m'amène là, je fais confiance, j'ai une raison pour laquelle je vais là. Fait que ça a été cet enseignement-là que ma mère a mis en moi, ben ça a été long à conscientiser, puis intégrer, c'était là, mais tu sais, là, de dire, peu importe. Peu importe, vas-y, fonce. Tu comprends pas là, mais tu vas comprendre de un moment donné. Puis oui, c'est dur, puis tu as de la peine. Puis c'est pas grave, tu sais. On le vit, on le traverse. On parle en franc québécois, mais j'ai une de mes amies quand j'étais jeune, son père nous disait tout le temps, Richie pleure pète, ça changera rien. Puis quand son père nous disait ça, ça me faisait toujours sourire, tu sais, parce que de voir ça d'un monsieur, tu sais, j'étais comme, mais pourquoi il me dit ça? Mais en même temps, je l'ai intégré pareil. C'était ça, tu sais, fait comme, peu importe ce que tu fais, tu vas le traverser, ça va être ça. Fait que, dépose-toi, accueille, traverse, puis à un moment donné, tu vas comprendre. Mais même si tu ne comprends pas là, c'est pas grave. Exact. J'aime ton idée. En fait, c'est une espèce de certitude ou foi absolue que tout est juste au moment juste parce que c'était déjà dessiné. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit. Des fois, je suis comme, ben voyons, c'est vraiment ça. Ben oui, OK, Colin. C'est comme, c'est pas grave. Tu sais, tu vas finir par comprendre. Ça va peut-être être long, mais tu vas finir par comprendre. Puis c'est grâce à j'ai été longtemps dans ma vie à me dire, mais mon Dieu, Steph, mais quelle vie de merde t'as eue, tu sais? Pourquoi avoir subi autant? Mais tu sais, moi, je dis maintenant à temps plein à ma clientèle en massothérapie, entre autres, moi, je suis déjà retraitée. La définition de la retraite, c'est quoi? Je dis, c'est faire ce qu'on aime quand on veut. Ben, moi, c'est moi qui fais mon agenda. Ben, je dis, moi, je suis retraitée. Parce que je fais ce que j'aime quand je veux. 5 jours par semaine, mais c'est pas du travail. J'accomplis ma passion chaque jour de ma vie. Fait que ça m'aura pris tout cet enfer-là de 42 ans presque pour dire je suis retraitée à cet âge-là parce que je me sens libre dans ma vie à 100%. Même s'il y a des obligations, même si ça a été un parcours qui m'a amené là rapidement. Simplement.
a été difficile, mais pour atteindre l'objectif, tu sais, j'ai pas pu avoir d'enfants, tu sais, j'ai pas pu avoir l'espèce de petit rêve de, tu sais, le mariage, la famille, la maison. C'était pas pour moi, puis ça a été longtemps un deuil. Mais en même temps, je me dis, mon Dieu, tu sais, mais quelle est belle ma vie. Tu sais, j'ai un nouveau conjoint depuis presque un an, mais j'ai été une période où j'étais seule, puis j'avais des amis qui me disaient, mon Dieu, c'était ton suite sur Facebook, puis, tu sais, la vie, c'est bon, puis c'est rose avec des lunettes en cœur. Puis, tu sais, ben oui, mais j'ai pas de chum, pas de maison, pas d'enfant. Comment voulez-vous que ça aille mal, tu sais? Mais je le virais à la blague. Ben oui. Au départ, je trouvais ça terrifiant. Je me Ouais. disais, je suis pas où je voulais être. Mais à un moment donné, j'ai fait comme, ben oui, mais regarde où ce que t'es. C'est ça. Regarde comment c'est magnifique. Fait que, tu sais, je veux aider puis accompagner les gens, même ceux qui n'ont pas la même vie que moi, à Ouais. voir que ça peut être pris dans la légèreté quand même si c'est pas exactement ce qu'on voudrait. Parce que pour certaines personnes, de voir cette vie-là, de se dire que tout pas ça, c'est comme, hey, toi, c'est beau, là, t'as pas de soucis. Oui, mais j'ai Ouais. rien de ce que je voulais. Oui, mais tu amènes tellement un point, je trouve important. C'est que je trouve qu'au niveau de la société, on va l'appeler comme ça, il y a une espèce de pression sociale, encore une fois, comme tu le disais, à partir de 5 ans, tu es rentré dans le moule. Hein, tu sais, l'école, le ci, le ça, le déménagement. C'est que déjà, on rentre dans les concepts de ce que devrait être le bonheur. Exact. Mais qui a dit que ça devait passer à travers ça, le bonheur? C'est comme si c'est pas à travers ce que tu as vécu ou si c'est pas le modèle que tu as reçu. On dirait que c'est l'idée que tu te fais, ce que j'aime dire des fois, l'illusion de ce que c'est le bonheur. Est-ce que c'est réellement ça? Tu sais, est-ce que pour toi, ça aurait été ça? Peut-être qu'il y a une partie de toi qui s'attendait à ça, mais aujourd'hui, semble quand même très heureuse malgré les différents deuils puis ce qui n'a pas été possible de réaliser au niveau de la famille et le reste. Tu sais. Exact, exact, parce que Beaucoup de gens c'était qui des disent idées préconçues de la oui, société oui, qui n'étaient pas les miennes. Puis oui. ça a été longtemps du jugement extérieur sur ma D'accord. vie, de dire, tu sais, ben là, tu sais, à l'âge que t'es rendu, tu sais, à un moment donné, tu vas-tu avoir envie de te caser, tu sais? Oui. Le cadre, la case, c'est pour qui? C'est selon qui? Mais Oui. souvent, tu sais, je dis aux gens, tu sais, on arrive d'un milieu où la religion a été très stricte. Tu sais, les prédécesseurs avant nous Ouais. ont été obligés d'être dans des cadres, dans des boîtes. Puis, ça leur a convenu pour leur cheminement à eux, Oui. pour faire de nous les humains qu'on est aujourd'hui. Puis, c'était parfait à ce moment-là. Mais ces cadres-là ne cadraient pas pour moi. Donc, j'ai OK. juste suivi mes pieds. J'ai écouté mon cœur, mon ressenti à 100% du temps de ma vie, qui a été Oui. vraiment en friction avec bien des façons de Ah, penser c'est de sûr. beaucoup d'humains, mais j'amène toujours mon point dans le respect. Je suis dans l'écoute puis la Mhm. conscience de ce que l'autre peut percevoir, mais Mhm. d'amener mon point de dire, mais moi, dans mes souliers, Ouais. revis mon chemin, Mhm. refais mon parcours et regarde la vie comme j'ai à la vivre. Parce que rapidement, dans ma vie, j'ai voulu avoir une famille, j'ai voulu avoir des enfants. C'était Mhm. mon rêve d'avoir des enfants. Mais je ne peux pas faire d'enfants. Mon corps n'a pas été conçu ainsi. Mhm. Et longtemps, on m'a dit, oui, mais tu sais, la médecine me disait, tu peux subir une opération qui va te Mhm. permettre, parce que moi, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Puis, on me disait que j'aurais pu pousser les démarches pour finir par réussir à enfanter. Mais comme je me suis rappelé, ma mère m'a dit, tu l'as écrit ton parcours tel qu'il est. Mhm. Donc, pour moi, pourquoi j'aurais à passer par la médecine qui changerait la condition présente pour amener une réalité Mhm. différente à ma vie? Ah ouais. Donc, j'ai fait non. Reste centré à comment Ouais. toi tu vois les choses, comment toi tu fais ta vie. Parce Mhm. que je suis le personnage principal du film de ma vie. Puis Mhm. ma vie, je la fais pour moi. Puis tout ce que je vis à travers mes clients, c'est toujours de m'approfondir en tant qu'humaine. C'est Mhm. toujours d'amener Stéphanie Guérin à être la meilleure version d'elle-même un peu plus aujourd'hui Ouais. qu'hier. C'est ça ma mission de vie, en fait. Mais à travers ça, j'aide les autres alentours. Mais en fait, c'est inspirant. Je pense que c'est inspirant, comme tu l'as dit, pour les gens qui viennent te rencontrer, de voir à la fois que tu es capable d'être assez humble pour voir où est-ce que tu t'enfarges les pieds. Parce que c'est un peu ça, à Lévis, hein, quand on a des embûches, quand on a des obstacles, c'est aussi parce qu'il y a un enseignement derrière. Exact. Puis plutôt que de pelleter ça dans le cours en arrière, j'ai l'impression que toi, tu t'es dit, OK, il y a quelque chose ici, ben, on va l'observer, on va le mettre en conscience, puis on va transcender ce qui est là. Je pense Exact. que c'est comme ça que le chemin d'évolution puis le développement personnel devrait être pour l'ensemble des gens, hein, pas seulement pour ceux qui marchent en conscience comme nous, comme intervenants, mais comme aussi monsieur, madame, tout le monde qui pourrait se lever le matin et choisir comme toi de s'écouter. J'aime l'idée de suivre ses pieds, c'est-à-dire de rester bien ancré, puis être moins dans le mental, puis se laisser porter par le flot de la vie. C'est un très bel enseignement
que tu nous offres aujourd'hui. Oui, puis tu sais, des fois, les gens me disaient, ouais, mais tu sais, t'as décidé de virer à droite parce que tu l'as senti à droite, mais si tu aurais tourné à gauche, ce serait passé quoi? J'aurais pas tourné à gauche. C'était pas ça l'idée. Mm. L'idée, je t'ai tourné à droite parce que j'avais à tourner à droite. Ouais, mais regarde ce que ça t'a fait vivre. Mais c'est parfait. Ouais. C'est parfait ce que ça m'a fait vivre. C'était ça l'enseignement. Comme quoi, il n'y a pas d'hasard, hein? Le Tu sais, fameux hasard que les gens parlent. Moi aussi, j'ai de la misère. Il n'y a que des rendez-vous ou, comme j'aime dire, des pierres qu'on s'est laissées sur notre route pour nous rappeler les différents enseignements. Tu sais. On ne exact. se le rappelait pas, le film, avant d'arriver. Mais chaque indice que tu t'es laissé, tu as suffisamment de conscience pour le comprendre. Puis tu sais, quand les gens essayaient de m'amener une conscience différente, j'ai toujours accueilli les gens dans leur philosophie personnelle à eux, Mm. ça leur appartient, puis c'est toujours correct. Mais moi, à chaque fois que j'en ai douté, je me rappelais de me Mm. dire comment ça existe des rêves prémonitoires. Combien de gens disent Mhm. je l'ai vécu cette scène-là, je le sais, je savais que ça allait arriver. Je me suis dit, Oui. ben oui, pour moi, personnellement, si je me souviens que je l'ai écrit, le roman ou le film de ma vie, ben c'est normal que je savais ce qui était pour se passer puis que j'en ai des flashs une fois de temps en temps. Ouais. Pour moi, ça me rassurait puis de dire, je comprends que ça colle pas avec ta philosophie parce que ton chemin à toi, il est différent du mien. Ouais. C'est le mien, il se fait comme ça, Mm. dans une légèreté. Puis c'est pas parce que j'ai pas eu de mal de vivre. Tu sais, Ah. j'ai eu envie de mourir souvent dans ma vie parce que ça venait lourd. Mais quand j'approchais le bout, je me disais, ben non, tu te l'es infligé comme ça parce qu'il y a une raison. Assois-toi, vibre-le, regarde ce que ça te fait, comprends ce Mm. qui monte, puis ça va finir par passer. Tu sais juste Mm. pas quand, Exact. mais ça va finir par passer. Bon, on ne sait jamais quand ça va finir finalement le chemin. C'est ça qui est beau parce que le parcours initiatique de la guerrière, c'est un peu infini. Tant qu'on a choisi de vivre cette expérience-là sur le plan terrestre, il va continuer d'en avoir des expériences. C'est ça, Des fois des plus exactement. légers, des fois d'un peu plus tordus, des fois un peu moins agréables, mais derrière chaque contraction, puis même si tu n'as pas pu enfanter dans celle-ci, moi je suis convaincue qu'avec tout l'amour qu'il y a dans tes soins, tu as déjà incarné une mère dans plein d'autres plans, ça j'en ai absolument aucun doute. Puis c'est cette idée-là que la vie nous amène à vivre, selon moi. C'est un peu comme une genre de contraction. On vit des expériences, ça contracte, ça contracte, ça contracte. Ah, c'est pas le fun, on veut juste se sauver, on veut juste s'enfuir. Mais quand on est capable de rester là, suffisamment, sans éviter ce qu'il y a à aller observer, après ça, il y a comme un grand champ de légèreté qui s'installe. Ça, c'est à peu près le 2 minutes de respiration. Quand tu es chanceux des contractions, puis tu mets au monde. Fait que c'est ça la vie. Ben, je pense que moi, ce souffle-là est apparu. J'ai vraiment eu une drop dans ma vie, là, vraiment très sévère dans ma vie d'adulte, où je suis tombée en arrêt de travail parce que là, ça ne fonctionnait plus. Puis là, je me suis rendue à l'urgence, dire, regarde, ça va pas. Ça va pas, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus vers où aller. Puis le médecin qui m'a accueilli à l'urgence, qui est par miracle, quand on a la foi, l'espoir, Ouais. comme on a parlé tantôt, il y a des miracles qui se passent. Ouais. Puis moi, j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours eu espoir en ma vie, en moi, en mon parcours, malgré tout. Puis je suis arrivée là-bas, j'avais pas de médecin de famille. Puis la médecin qui m'a accueillie à l'urgence, elle m'a dit, faudrait que je te voie en suivi. Est-ce que tu voudrais que je devienne ton médecin de famille? Je suis là, ça se peut-tu ça dans la vie qu'un médecin t'offre de devenir ton médecin de famille de par Et elle-même? voilà. Fait que tu sais, ça a été un super beau cadeau, mais cette dame-là, j'ai dit, tu sais, ça va pas bien dans ma relation de couple à l'époque. Je dis là, je vois pas bien, je ne sais plus par où passer, puis j'ai plus de raison de bien aller. J'ai plus de raison d'aller bien dans la vie, j'ai rien de ce que je voulais. J'ai pas une job que j'aime, j'ai une relation amoureuse difficile, j'ai rien. Puis mes parents sont pas présents, tu sais. Elle m'a dit, si pour toi, c'était une bonne raison. Puis ça m'a frappé comme un coup de 2 par 4. Ouais. J'avais jamais pensé que d'aller bien, pour moi, pouvait être une option. Oui, alors que c'est la base, mais bonjour J'avais le jamais monde de ça. pensé. Ouais, puis c'est à ce moment-là, on est en 2013-2014 à ce moment-là. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait comme, OK, révélation. Puis là, moi, je suis une fille qui prend pas de médicaments, là. Je prends même pas de Tylenol, là, à moi, que ça allait vraiment pas bien, mais je suis pas une fille de médicaments. Puis là, elle l'a saisi rapidement, le médecin. Elle a dit, je peux te prescrire des antidépresseurs, mais je file pas tant que ça serait taclé. Elle voyait que j'étais une fille de solution, je pense, de la manière que je Ouais. parlais. Fait que je dis, oui, je pourrais prendre des antidépresseurs. Effectivement, ça pourrait aider. Mais je veux aller plus loin. Je veux aller chercher plus loin. Je vais prendre la prescription, puis je vais voir ce qui va résonner en moi. Puis, on était l'hiver, le 31 décembre, j'ai appelé ma famille qui m'attendait dans les parties. J'avais des amis qui m'attendaient. J'avais un gros 31 décembre. Puis j'ai dit, je m'en vais en thérapie. Je m'en vais m'enfermer pendant un mois.
Je dis, c'est pas vrai que 2014 va rentrer, va commencer encore dans cette énergie-là, ça me tente pas. Fait que je suis allée faire une retraite fermée d'1 mois, vraiment intensif, où tu es à l'école pour apprendre à te connaître, à reconnecter. Dans ce mois-là, tu es obligé d'écrire tout le livre de ta vie en détail. Donc, tu sais, tu n'as pas le choix de rentrer en profondeur en toi. Puis je l'ai fait pour moi, justement. Puis quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit, tu vas voir, Steph, mais tu sors d'ici dans 26 jours, tu vas te dire que tu t'aimes puis que tu es belle. J'étais comme, mais non, mais non. Merci de m'en parler, mais ça n'arrivera pas, tu sais. Mais ils connaissent leur programme. Ben oui. Ils connaissent. J'ai pris le temps, j'ai pris l'argent. Tu t'es investi, en fait. J'ai investi dans mon bien-être, dans mon bonheur. Puis, tu sais, ça a été le point tournant du début de ma guérison, de tout le bordel que j'avais vécu avant, parce que j'essayais de par moi-même beaucoup, tu sais. Mais c'est d'aller chercher des ressources qui m'ont permise de remonter une petite bouchée à la fois, en fait. Puis c'est tout ça que j'ai eu accès, qui, à un moment donné, c'est revenu dire, ben oui, ben, tout ce que j'ai fait, je peux le partager, tu sais, avec les gens, là. C'est comme si c'était cette journée-là à l'hôpital, quand le médecin, au bon moment, t'a donné la bonne information ou a canalisé le bon message pour toi, finalement, que tu as choisi de te choisir. Au final, c'est ça. Ben oui, parce que je savais pas que ça existait comme option. Il n'y a personne qui t'avait dit dans les choix, hein, A, B, C, et il y avait le petit D en bas. Je peux le faire juste pour moi. Mais en même temps, le parcours d'où je viens, comme j'ai eu des parents où eux-mêmes, émotionnellement, il n'y avait pas une force émotionnelle, donc il n'y avait pas d'amour dans ma famille. Donc l'amour, c'est pas quelque chose qu'on connaissait. Tu sais, ni eux, ni moi. Donc, tu peux pas vouloir te donner de l'amour à toi quand tu sais pas ce que c'est l'amour parce que tu n'en as pas reçu dans tes bases. C'est pas comme tu aurais eu besoin. C'est parce que je suis certaine que mes parents m'aimaient et ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais j'ai été en plus un enfant, un bébé qui était malade, qui a otite, colique, puis je les en ai fait baver, moi, mes parents, puis ça a été difficile, mon arrivée quand même. Donc, ça a été vraiment une espèce de... C'est sur un coup de 2 par 4 de dire « Ah ouais, je peux me donner de l'amour à moi. C'était même pas un plan. Fait que ça a été vraiment, c'est ça, une conscience, vraiment un flip dans ma conscience de dire ça se peut, ça. De s'aimer dans la vie. Puis de ne pas attendre qu'elle vienne de l'extérieur. Moi, j'avais passé de 1982 à 2014 à attendre ça d'ailleurs. Oui, ben c'est comme tu disais, le regard de l'autre. Donc là, on en vient dans des contextes où le jugement extérieur a ben trop d'importance, hein, quand tu n'es pas dans l'amour de toi puis tu attends que ça vienne de l'extérieur, donc ou la peur de ne pas être assez, ou le sentiment que les autres vont te juger, ou tu ne vas pas être compris, ou tu n'en feras jamais assez. Fait que ça amène tous ces comportements-là au niveau des blessures de l'inconscient, hein, puis ça crée un paquet de schémas, et si tu savais, tu n'es pas la seule. Je pense qu'on est plusieurs, puis je le dis, puis je suis certaine que ceux qui vont écouter le podcast, ça va vibrer pour eux, puis ils vont se reconnaître là-dedans. Apprendre à s'aimer, c'est la base, mais on ne l'a pas appris. Exact. On vient l'explorer puis l'expérimenter. Heureuse que tu aies rencontré cette médecin-là un jour, puis que tu as choisi de continuer ton chemin. Parce que là, maintenant, tu peux accompagner les gens de cette façon-là. Puis dis-moi, à travers la clientèle, puis ceux que tu accompagnes puis que tu guides, parce que je sais que tu as plein d'outils. Là, tu sais, Stéphanie, elle a un coffre rempli de cette vie dans une, avec toutes ces expériences, ces différents métiers. Qu'est-ce que ces gens-là, tu as l'impression, qui viennent chercher, puis ils ressortent avec quoi quand ils viennent te rencontrer? C'est quoi les commentaires que tu reçois, là? Ben c'est de l'amour, là. C'est beaucoup ça, parce que même que j'ai des clients qui ne s'attendent pas à ça, que c'est pas nécessairement ce qu'ils viennent chercher d'emblée, puis qui vont ressortir avec plus que ce qu'ils s'attendaient, parce que moi, en tant que massothérapeute, par exemple, j'aime pas avoir mal personnellement. Fait que j'arrive pas à faire mal à mes clients. Puis il y a des clients qui sont habitués à recevoir du massage où il y a beaucoup de force, tu sais, où on va en profondeur, où il peut avoir une douleur. Mais les gens disent « Ouais, mais c'est un mal qui fait du bien. » Ah oui, c'est le genre de croyance, là. Je crois que j'ai eu tellement mal que je veux pas, pour moi, ça n'existe pas un mal qui fait du bien. Le mal, il fait mal. Puis j'en veux pas dans ma vie, donc je suis pas capable de l'offrir aux gens, ce mal-là qui fait du bien pour eux. Parce que pour moi, c'est ça le problème. Puis c'est ce que je dis à ces clients-là qui disent Gabriella, t'es sur ma table de massage, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour t'offrir ce que tu penses avoir besoin. Mais des fois, je finis par leur dire, quand ils me le permettent, dire c'est parce que je crois que tu as passé ta vie à souffrir, puis que tu penses que la souffrance, c'est ça qui est bon pour toi. Parce qu'il y a eu un tellement grand manque d'amour, de support, de douceur, que comme c'est de l'inconnu, tu peux pas me demander ça. Mais je dis, si tu me fais confiance, c'est ce que je vais
te faire découvrir, c'est ce que je vais te faire vivre dans mon accompagnement parce que mon massage, il n'est pas juste dans le toucher de la contraction musculaire, c'est vraiment une présence, puis vraiment d'accompagner. Tu sais, c'est ce que les gens se rendent compte en sortant d'un massage avec moi, par exemple, c'est que je ne vais pas dire aux muscles, je veux que tu ailles là. Tu sais, vu que j'ai subi la violence psychologique, je crois que ça l'a fini par j'aimerais, s'il te plaît, que tu reprennes cette place-là dans mes mouvements en massothérapie. Donc, c'est vraiment de ramener l'humain à reconnecter aux valeurs, le respect, l'amour, tu sais, vraiment la vulnérabilité. Le toucher bienveillant, finalement. Exact. Les gens ont de la difficulté à recevoir. C'est pour dire comment les gens ont de la difficulté à recevoir un massage, ils veulent le recevoir dans la souffrance. Donc, ils ont tellement besoin, là, puis tu sais, on parle de massothérapeute à massothérapeute, j'ai pratiqué longtemps. Et moi, ce que j'observais, c'est dans le besoin d'aller dans la souffrance puis la douleur, c'est pour se permettre de se donner le droit d'exister puis de ressentir. C'est comme si tu n'as pas ressenti autrement dans ta vie, fait que tu as l'impression que si tu ne ressens pas de cette façon-là, ça n'existe pas. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça, la bienveillance, l'amour puis l'accueil. Donc, de recevoir un massage dans l'accueil, alors qu'on a l'impression qu'on donne quand on touche, je trouve que c'est infiniment plus puissant que de recevoir un massage dans la douleur. Et je suis entièrement d'accord avec toi pour avoir mis ça de côté pendant longtemps, le thérapeutique. Là, ça ne cadrerait plus avec moi dans mes dernières années de pratique, donc je suis du même avis que toi. Pourquoi ne pas recevoir dans la douceur? Exact. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que dans notre parcours d'humain, on a vraiment tous et chacun un peu les mêmes types de blessures, un peu. Puis, ces gens-là, souvent, sont des gens qui vont avoir la zone des trapèzes très, très, très rigide et tendue. Puis pour moi, les bras sont les membres qu'on utilise pour toucher, pour prendre, donc pour contrôler la matière, les objets qui nous entourent. Donc pour moi, je l'appelle, c'est ma vision personnelle propre à moi, mais je l'appelle le muscle du contrôle. Fait que ces gens-là, ils vont se retourner sur le dos, par exemple, ils vont lever eux-mêmes les bras, ils vont soutenir. Fait que là, moi, en riant, je leur demande de relâcher la musculature. Je peux pas la détendre si tu l'impliques, tu sais. Mais je leur amène, s'ils me le permettent bien sûr toujours, de comprendre qu'un jour dans leur vie, ils se sont dit « plus jamais je vais perdre le contrôle de ma vie ». Donc, le muscle du contrôle prend place et ne relâche plus jamais. Donc, ils sont en contrôle même tout nus couchés sur ma table. C'est comme, tu es dans un espace sécuritaire, là, tu peux lâcher prise, mais c'est pas qu'ils veulent pas, ils disent « mais je fais pas exprès ». C'est exactement ce que je veux amener à ta conscience à comprendre. C'est que tu fais pas exprès, c'est vrai, mais c'est là, c'est présent dans ta musculature. Donc, s'il te plaît, amène à ton cerveau à conscientiser que la journée où tu as nommé « plus jamais je vais perdre le contrôle de ma vie », c'était essentiel. C'est vrai, c'était une question de survie. Mais la personne que tu es aujourd'hui n'est plus cette personne qui a besoin de se protéger autant. Parce que si on te remet ici et maintenant dans la même situation, tu réagiras plus jamais de la même façon. Parce que tu as appris dans ton parcours. Puis ça, pour moi, ça fait partie des soins en massothérapie avec les... Quand je peux discuter avec les gens, parce que les gens avec qui je ne discute pas, que c'est pas là, que c'est pas comme ça. Mais quand je peux le faire, pour moi, c'est une approche au-delà de parce que j'ai besoin que la personne comprenne pourquoi elle vient me voir. Je veux pas juste détendre tes muscles et que tu repartes. Puis ça, on parle de massothérapie, mais c'est dans toutes les sphères de thérapie que je fais. Mais c'est d'amener la personne à conscientiser la raison pour laquelle elle vient me consulter. Parce que des fois, je dis à la blague, je veux pas de clientèle résiduelle. Mais je dis si la personne revient me revoir souvent parce qu'elle a envie de me voir, ça va me faire plaisir. Mais je veux le plus rapidement possible que les gens n'aient pas besoin de venir me voir puis qu'ils aient compris la raison de leur souffrance. Parce que c'est ça qui m'a amené, moi, à sortir de ma souffrance. Parce que j'ai compris la cause, en fait. Oui, bien, c'est l'éducation, encore une fois, c'est une question d'autonomie. Et je pense que derrière chaque bon thérapeute ou intervenant, à un moment donné, c'est ça. C'est d'apprendre à sa clientèle non seulement à devenir dépendante de sa pratique ou de sa médecine, mais surtout de permettre à la personne de soit se connaître assez, de s'écouter suffisamment pour reconnaître les signes, savoir qu'est-ce que tu as de besoin, te diriger vers les bonnes personnes, mais aussi apprendre à cultiver ton amour-propre, à prendre soin de toi. Selon moi, c'est la base et c'est beaucoup ce qu'on enseigne à travers l'espace ici au centre et les collaborateurs. Hein. Comment on peut, à la fois ensemble, en équipe, accompagner la personne à se rendre encore plus loin, mais comment la personne va prendre responsabilité et s'engager dans son parcours d'évolution. Parce que d'avis qu'effectivement, ça devient facile sinon hein, d'avoir une régularité puis de continuer à faire l'entretien. Comme je dis toujours, c'est comme un char, à un moment donné, le body, il faut qu'on s'en occupe. Hein. Pour moi, la masso rentre dans la catégorie des soins comme les soins énergétiques ou thérapeutiques ou hypnose pour dire
comment je prends soin régulièrement de mon char, pas rien qu'une fois par année, puis ça me coûte 1500$, ou comment je peux l'amener plus régulièrement par un entretien. Ben, je dis souvent ça même à mes petits messieurs. Souvent, on a des couples qui viennent en massothérapie, puis là, le monsieur il dit bah, je peux l'habitude de me faire masser, ben, c'est ma femme là, qui a pris le rendez-vous. Puis, je leur dis souvent, tu sais, c'est comme, avez-vous déjà sauté un changement d'huile sur votre voiture? Puis, ils sont comme, ben non. Mais je dis pourquoi? Ben, parce que pour l'entretien, mais je dis à un moment donné, je dis, mettons qu'on change jamais l'huile dans la voiture, puis qu'il manque d'huile, qu'est-ce qui va arriver? Je dis, le moteur va sauter. Je dis, c'est quoi les options? On change de moteur ou on change de char? Mais je dis, nous avons qu'un seul véhicule pour la vie. Je dis maintenant, de plus en plus avec la médecine, on peut aller changer des pièces. Oui. Il y a au moins ça qui a évolué, qui a avancé. Mais si on pouvait ne pas être obligé d'aller changer des morceaux, puis d'y aller en prévention. Parce que les gens me disent, ouais, mais c'est un certain budget. Mais vous l'avez toujours le temps, puis le budget pour votre changement d'huile, il est là. C'est juste parce que ça ne nous a pas été appris de prendre soin de nous. On ne vient pas de cette lignée-là. C'est un peu nouveau quand même. Certaines personnes, depuis longtemps, l'avaient dans leur transgénérationnel. La conscience du mieux-être était quand même là, active, mais c'est quand même nouveau comme processus. La plupart en Occident, c'est beaucoup plus dans une génération, disons, de travailleurs acharnés où il y a eu l'agriculteur. On était des colons ici, là, qu'il fallait qu'ils travaillent là, pour construire, là, ici au Québec. Fait que, on porte ça beaucoup dans notre lignée. Exact. S'arrêter, prendre soin de soi, faire des pauses. Encore tout récemment, moi, j'entendais ouais, mais quand même, la massothérapie, c'est comme un luxe, c'est comme la luxure. Pardon? Non, vraiment pas du luxe, je peux te le confirmer. Exact. Trop de gens attendent d'être rendus au bout. Et puis, on a été, justement, grâce à ce parcours-là, on a appris à exister à travers ce que l'on fait et non pas à travers ce que l'on est. Oui. Puis là, on a vu ce qu'on était capable de faire. C'est parfait. Mais maintenant, on peut voir ce qu'on est capable d'être. C'est ça la clé, là. Il faut apprendre à être, puis à être fier de qui on est, pas de ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, oui, c'est bien beau, mais combien de gens sont dans des rôles majestueux, mais avec un mal de vivre incroyable. Parce que c'est pas ce qu'on fait qui nous définit, c'est qui on est. Puis c'est là que moi, dans ma pratique, j'essaie de ramener les gens. C'est la clé, l'amour-propre, comme on discutait tout à l'heure. Tu sais, c'est vraiment de dire qu'est-ce que tu fais au quotidien pour t'aimer assez toi, pour te reconnaître pour ce que tu es, et non pas pour ce que tu fais. Puis, tu sais, pour ça, je pense que j'ai fait 1001 vies, 1001 jobs pour voir, peu importe dans quel job je vais, là, je suis capable d'être bonne. Je suis plus heureuse? Oui. Non. C'est pas ça la clé. Elle n'est pas là, la clé. Elle n'est pas dehors. Mais j'avais pas le choix de ramener ça à l'intérieur, en fait. Fait que tu as développé vraiment plein de talents, plein de champs de compétences. Puis aujourd'hui, dans ton coffre à outils, tu as tellement de stock pour réparer les gueules que tu dis aux gens, si vous avez besoin d'un coup de pouce, prenez rendez-vous avec Steph, puis elle va vous accompagner là où vous serez prêt à aller. Exact. On ne va jamais aller plus loin parce que la personne est prête à marcher le prochain pas. Ça, c'est la clé. C'est pour ça que je dis qu'il y a des massages il y a des clients avec qui je ne parle pas du tout, puis malgré le fait que je leur parle pas, ils ressortent avec un ah, merci. Tu sais, souvent, j'entends, c'est le meilleur massage que j'ai reçu de ma vie. Ben, tu savais combien de fois je t'ai dit je t'aime dans ma tête pendant que je te massais? L'amour inconditionnel, je le prône dans ma pratique, même si c'est même dans le silence. Parce que l'humain a besoin d'amour, c'est tout. C'est une fréquence, au final. C'est une fréquence au-delà des gestes, au-delà des paroles. C'est une fréquence, la fréquence de l'amour. Et plus il va y avoir de gens qui vont te connecter là-dessus, là, plus le monde va bien aller. Tu comprends? C'est comme le remède miracle. Tu sais, les gens ne le savent pas encore, mais c'est l'amour. Exact. Exact. Mais ça, il n'y a pas encore d'antidote qui se vendent encapsulés à la pharmacie. Donc, on a trouvé des stratégies différentes pour l'offrir. Ben, c'est pour ça que le centre holistique de l'harmonie existe, en fait. C'est vraiment, il y a un paquet de portes, puis il y a de l'amour en arrière chaque porte. C'est juste d'ouvrir celle qui te convient au moment où ça te convient, c'est tout. Mais il y a toujours une porte qui peut te convenir. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est un panel de thérapeutes vraiment très large, avec des aptitudes vraiment très variées et des chemins et des parcours très variés. On vient tous de des milieux complètement différents. Donc, tu sais, on a tous quelque part quelqu'un qui a la petite clé pour aider la personne, tu sais, à aller de l'avant. Puis c'est ça qui est beau de ce que tu as créé du centre ici, c'est que tu permets à tout le monde d'offrir l'amour qu'il a à offrir, puis à tous et chacun de trouver l'amour qu'il a besoin d'aller chercher. Prendre sa place, finalement. Exact. Peu importe d'où on arrive, il y a une place. Il suffit de choisir de la prendre, finalement. Exact. C'est un peu ça, la clé. Oh, génial. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens là, qui nous écoutent aujourd'hui, qui
qui écoutent, qui entendent ton histoire, qui entendent ton parcours, peut-être qu'ils ont fait une démarche, peut-être qu'ils n'ont pas fait de démarche, mais qui vivent un bout de tough, un bout de rough, là. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui à ces gens-là? Ben, de ce temps-là, là, mon discours est vraiment, j'ai ressorti beaucoup l'histoire du film, là. Puis des fois, je dis à mes clients, Ouais. parce que j'ai quand même une clientèle, je pense qu'on attire les clients, tu sais, qui nous cadrent avec qui on est. Ouais. Puis j'ai beaucoup de clients justement dans une détresse. Mais anyway, en ce moment, je trouve que l'humain a vraiment besoin, là. Les besoins sont là. Puis je leur dis, si tu vas écouter un film, peu importe, là, ou quand, comment, là, tu écoutes un film. Je dis, si le film, il se passe rien, là, tu l'écoutes jusqu'au bout. Non, tu l'arrêtes. Tu vas te lever du cinéma, tu vas sortir, tu vas changer de film sur Netflix, n'importe. Mais tu ne l'écouteras même pas jusqu'au bout s'il est plate. Ouais. Plus qu'elle est comme, hey, il était bon le film, il y avait de l'action, là. Une scène n'attendait pas l'autre, puis il se passait des affaires, c'était le fun. Puis c'est ça, on regarde ça, là, puis on trouve ça fascinant. Ouais. Puis quand on le vit, on est comme, hey, là, Oh. hey, c'est pas, ça va pas bien, hey, hey, mais il m'est encore arrivé quelque chose. Mais pourquoi que quand on est extérieur, puis qu'on le regarde, on se trouve ça fascinant, puis Ouais. qu'on n'arriverait pas à voir, waouh, je suis encore en train de vivre une scène, puis il va m'arriver quelque chose, mais peut-être que là, cette scène-là, puis ça arrive dans le film, que cette scène-là, on comprend vraiment pas pourquoi qu'on a vu ça, mais plus tard, C'est le dénouement du film plus tard! c'est pour ça qu'on a vu ça tout à l'heure, il y avait telle affaire, mais on trouve ça Ouais. fascinant. Donc, juste de sortir de ses bottines un peu, parce que souvent, on dit aux gens, ben mets-toi à ma place. Ben nous, on peut le faire. Oui. Sors un peu, regarde ton histoire d'un regard externe, mais avec ta vision à toi. Ouais. Regarde ce que tu as traversé, regarde d'où tu viens, d'où tu pars, où tu es rendu, puis maintenant, comment. Oui, oui, c'est vrai, ça va pas bien. Mais si tu regardais le film, là, tu l'aimerais, cette scène-là, Ouais. si tu étais d'un regard extérieur sur ta vie. Fait que c'est vraiment la clé de dire, dans le chaos, il y a toujours quelque chose de positif qui va Ouais. ressortir. On ne sait juste pas quoi pour le moment. Mm. Mais il y a toujours quelque chose de positif. Puis des fois, les gens, j'ai fait des ateliers sur la gratitude, puis des fois, les gens me disaient, ouais, mais il n'y a pas du positif partout, Steph. Puis je leur dis oui. Peu importe quelle tragédie, on peut toujours trouver la petite miette de beau puis de positif qui va ressortir. Des fois, je dis aux gens, venez me challenger. Je vais vous trouver du positif dans tout. Des fois, ils disent, ouais, mais non, mais tu comprends pas. Tu sais. Oui, je comprends. Mais je l'ai vécu. Il y a toujours du positif qui finit par émerger. On ne sait pas quand, comment, pourquoi, mais c'est là. Puis si on regardait ça d'un œil extérieur, si on regardait notre film, on trouverait ça intéressant, cette merde-là du moment. Donc, c'est juste, comme on disait tantôt, l'espoir. L'espoir encore. Exact. Et si c'était nous qui, comme tu l'as dit, créait ce film-là pour pas trop s'ennuyer? Mettons un peu d'humour là-dedans. On sait comme on est des grands créateurs, des grandes créatrices, et comme on est bon nous-mêmes, on le vit dans notre quotidien pour se créer toutes sortes de scénarios. On en a eu encore un ce matin. Donc, il y a toujours des scénarios qu'on peut se créer. Alors, dans le doute, si tu as l'impression que tu t'ennuies, ça se peut que dans ton illusion, tu te crées quelque chose pour passer le temps. Exact, exact. Parce que, tu sais, quand c'est plate, on n'aime pas ça. Ouais. Puis on vient justement, on est habitué, on est en train de transiger du faire à l'être. Oui. Mais dans l'être, on doit faire. Fait qu'on va se créer quelque chose, on va se créer du contenu, là. Absolument. C'est sûr. On peut pas faire la transition assis à attendre, là. Il faut qu'il se passe de quoi. Absolument. Ça nous donne l'impression, encore une fois, d'exister puis qu'il se passe quelque chose. C'est ça la Exact. réalité. Exact. Parce que, Génial. tu sais, je ramène souvent cet exemple-là, mais Oui. si tu regardes un film plate, tu le finis même pas. Oui. Puis, tu sais, souvent, il y a des gens qui vont vivre des moments très tragiques. Puis, quand on regarde ce qu'ils vivent dans le moment présent, souvent, c'est qu'il se passe rien. Ils vont s'être isolés, ils vont s'être. Ils vont penser qu'en se faisant rien vivre, ça va aller mieux. Oui, mais qu'ils sortent de leur grotte, il va se mettre à passer probablement un paquet d'affaires. Fait que c'est souvent Mais comme ça que ça se passe. c'est ça, exactement. Ouais. Puis c'est de voir que c'est en le vivant, c'est en le traversant, c'est en allant se coller à. Puis c'est ce qu'on faisait avec les enfants. Tu sais, moi, j'essaie toujours de ramener mon enfance à la surface, dans le sens où j'ai souvent dit à mes clients, tu sais, qui traversent justement des périodes difficiles, est-ce que quand tu étais petite, que tu t'es mis à vouloir marcher, qu'à un moment donné, tu t'es dit, de la merde. Moi, je m'assieds puis je bouge plus. Ça fait 20 fois, je me pète la tête sur la table du salon.
je me suis ramassée fendue, je saigne, je pleure, Mm. j'abandonne. Jamais. Enfant, ce n'était pas une option. Mm. Malgré la souffrance, l'enfant va débouler les marches. Il va recommencer. Oui. Il va repartir à courir à côté des marches, même si on est là. Ben oui, mais tu te souviens pas de tout. T'es tombé, tu t'es fait mal. Il est tombé, tu t'es fait mal, on s'est ramassé à l'hôpital dans le cloud. C'est pas grave. Il abandonnera jamais. Mm. Puis, l'humain adulte veut tellement pas de souffrance Mm. qu'il essaie d'empêcher l'apprentissage. Exact. Mais l'enfant, il en a rien à foutre. Non. Il continue quand même sa quête. Fait que c'est de ramener notre cerveau d'adulte à dire, si j'étais enfant, Mhm. confronté à la situation, j'abandonnerais pas, je ferais pire. Je continuerai d'aller de l'avant. C'est comme, j'ai un objectif, tout ce que j'ai, c'est cet objectif-là, puis je vais l'atteindre. Exact. Mais c'est exactement le parcours et le chemin qu'on a marché. Mais c'est vrai que tu as raison, qu'on perd de cette innocence, on perd de cette spontanéité, de ce côté vif, de ce côté joueur, joyeux. Puis bref, on pourra refaire un podcast entier, ne serait-ce que sur les blessures d'enfance, parce qu'il y en a toute une palette de couleurs. Mais je suis d'avis aussi qu'il y a cette essence-là première à laquelle, à un moment donné, c'est important d'aller reconnecter. Se rappeler d'où on vient, pour mieux Exact. comprendre où on va, tu sais. Et ça, c'est pas tout le monde qui veut aller des fois faire fouiller dans le passé puis aller explorer les blessures qui leur empêchent d'atteindre cet espace-là de l'enfant. Exact. Puis, tu sais, moi, j'essaie vraiment de toujours rester connectée à ça. Des fois, j'arrive au café, puis là, il y a une dame, tu sais, son enfant. Puis là, tu es comme, ben, veux-tu venir colorier avec moi? Puis là, les gens sont comme, wow, Steph, tu connectes donc bien avec les enfants. Puis je dis, oui, je les dissocie pas de moi. Oui. Je dis, moi, je me considère égale à eux. Oui. Parce que je dis, moi, aussi loin que je me rappelle d'être un enfant, je suis exactement la même Stéphanie que je suis aujourd'hui. J'ai juste moins d'expérience. Fait que quand je parle à un enfant, là, je le diminue pas. Il y a tellement, premièrement, à m'apprendre, puis deuxièmement, il est tellement pas différent de moi. Tu sais, l'âge, c'est un chiffre. On s'éloigne de notre année d'arrivée simplement, Oui. mais on n'est pas un humain différent. On ne change pas avec les années. On est la même personne. Donc, moi, quand je connecte avec un enfant, je vais connecter à 100% comme avec un adulte. Je ne mettrai pas de différence dans mon discours ou dans mon intention parce que il est exactement comme moi, puis il apprend. Puis au contraire, il y a tellement à m'apprendre parce que je dois revenir vers ça, vers l'innocence, vers cette joie de vivre-là qu'on perd avec les responsabilités, en fait. On s'en éloigne. On s'en éloigne beaucoup. Et si tu savais le nombre de personnes qui pleurent quelque part, cet enfant-là blessé qui ne se permet pas d'être, qui souhaite être, la quantité de personnes dans mon bureau en consultation dans les blessures de l'âme, où quand tu arrives à connecter avec cet archétype-là de la personne, souvent à la fois, oui, la joie, le plaisir, mais aussi toute la souffrance des permissions que l'adulte n'a pas permis à son enfant dedans, d'avoir du fun au quotidien. Exact. Et ça, là, quand tu fais juste leur dire aux gens, là, que ce soit en hypnose ou dans d'autres types d'approches que j'explique aux gens, tu peux te permettre de te reconnecter à cet enfant-là. Puis aujourd'hui, c'est-tu quoi? Donne-lui donc toutes les permissions et les droits qu'il voudrait. La personne, ah, oui, c'est toi maintenant le parent qui prend soin de cet enfant-là. Imagine tout ce que tu peux lui proposer. Imagine tout ce que tu peux lui permettre d'être, de faire et d'accéder. C'est nous, en tant qu'adultes, souvent, qui mettons le bouchon à travers les souffrances qu'a porté cet enfant-là, mais on est responsable de le ramener à la vie. Ben, puis à cause de la société aussi, tu sais, moi, j'ai pas peur, tu sais, l'hiver, j'ai une tuque à 2 pompons, j'ai pas peur de gambader à l'épicerie si ça me tente. Tu sais, quand je vais reporter mon panier, ben, je cours, puis j'embarque dessus, puis je glisse avec le panier, encore à 42 ans, tu sais, parce que ça me dérange pas ce que le monde va dire, ce qu'ils vont penser. Au contraire, ils vont peut-être sourire parce qu'eux, ils se permettent pas ça. Puis qui rit de moi ou qui rit avec moi, je m'en fous s'il rit. Au moins, j'aurais gagné quelque chose. Mais anyway, ça, je m'en fiche. C'est pas pour moi. J'ai envie de gambader avec mon panier d'épicerie. Je le fais, puis c'est tout, parce que c'est encore là, ça fait partie de moi, puis j'ai pas envie de l'étouffer, cette partie-là de moi. Tu sais, je me permets de vivre des trucs d'enfant. Tu sais, ce qui me ferait plaisir en tant qu'enfant, je le fais en tant qu'adulte. J'ai pas envie de dissocier ça. Tu sais, justement, c'est dans cette créativité-là qu'on garde, je trouve, une belle équilibre, justement, plutôt que la pression de la société de faut être comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça, faut qu'il y ait des cadres, des structures très rigides. Mais moi, j'ai pas envie de me mettre là-dedans parce que j'ai jamais pogné de contravention de ma vie. Je suis capable d'en suivre des lignes, là. Mais à certains endroits, c'est important de se donner de la liberté, parce que justement, dans la vie, on en a peu.
À cause de où la société on est rendu, puis parce que c'est comme ça, puis c'est correct. Mais il faut se donner le droit de cette Absolument. liberté-là, de cette légèreté-là dans le quotidien, je pense. Ah, c'est une magnifique rencontre, Stéphanie, avec toi aujourd'hui. J'apprends encore à découvrir, alors je trouve ça fascinant. J'espère que les auditeurs vont avoir autant de plaisir, ne serait-ce qu'à entendre ton histoire, mieux comprendre ton parcours, avoir cette foi-là, puis cet espoir dans la capacité d'aller chercher du beau dans chaque truc qui peut sembler inconfortable ou désagréable, parce que je suis convaincue qu'effectivement, il y a beaucoup de clés et de trésors qui se cachent à ces endroits-là, quand les gens se permettent d'aller voir. Exactement. Donc, je te remercie. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui nous ont écoutés encore aujourd'hui. Donc, évidemment, vous pouvez continuer de partager tout ça et je mettrai les informations pour ceux qui veulent contacter avec Stéphanie et directement prendre rendez-vous, qui sait, pour venir te rencontrer ici au Oui, ça Québec. va me faire plaisir. Merci beaucoup pour cette opportunité-là, Ça fait vraiment de ce beau plaisir. podcast-là ensemble ce matin, puis de justement peut-être avoir semé des graines d'espoir un peu ici et là, puis pour aider les gens à vraiment croire qu'on peut arriver à ce mieux-être-là dans notre vie. Merci infiniment. Merci. Merci à tout le monde. Encore merci d'être là puis continuer à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Un parcours puis le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel, alors je t'invite à m'écrire info@harmoniestoi.ca, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors j'ai hâte de lire tes commentaires et continue de partager ce podcast, je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.